Bonsoir à tous. Alors c'est une soirée particulière et je tenais vraiment cette année en tout cas à le faire. C'est donc la Iloula et aussi la Askara, on peut dire, d'un tzaddik, Mamash tzaddik Yesod Olam. On va essayer d'en parler Be'ezrat Hashem. On va déjà dire les Inu Nishmat, le Rav Raphaël Yaakov Ben Yakot. Que le mérite du Rav Behemet repose sur tout le peuple juif. On a tellement besoin de Srouyot, et qu'on va voir, il avait un amour tellement grand pour tout l'âme Israël. Et c'est Vadaï que là où il est, au Gan Eden, il prie à Kadosh Baruch Hu, il supplie Hachem de venir nous délivrer, qu'on puisse connaître pas simplement la victoire, comme on dit tout le temps, mais Mamash, Biat HaMashiach, la venue du Mashiach et la délivrance complète et entière. Alors ce qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, puisqu'on fait la Askara, puisque c'est en fait, quand on parle d'un tzaddik, c'est surtout une Iloula. Iloula, c'est une fête. Mamash, c'est une fête. Aval, c'est aussi une Askara. Et c'est ce qui est très important, et on va le voir dans la Askara, c'est de rappeler d'abord, pour ceux qui ne connaissaient pas, le Rav, qui il était. Parler du Rav, Bichlal. Et déjà, en parlant du Rav, on va béhémet, on va s'habiller de sa grandeur, de ce qu'il était, de ce qu'il nous a légué, et de ce qu'on doit, nous, Be'ezrat Hashem, continuer comme travail, par rapport à ce que lui, il a été, ce qu'il a tellement donné. Alors, je l'ai dit, on fait une Iloula, c'est une Askara. Mais en général, lorsque quelqu'un a perdu un proche, que ce soit un père, une mère, n'importe qui, chez l'Onedesh, qui a 120 ans, Be'ezrat Hashem pour tout le monde, Aval, on fait la Askara. Tous les ans, il y a une Askara. D'abord, c'est les 7 jours, la semaine, après il y a le mois, après il y a l'année. Et tous les ans, on fait une Askara. On avait déjà expliqué, mais je me permets de le répéter. C'est quoi l'union de l'Askara? Qu'est-ce qu'on fait en vérité quand on vient? On fait des brachot, très important. Faire des brachot, l'Eilu Nishmat, pour l'élévation de l'âme de la personne qui a quitté ce monde. Très important. Alors c'est quoi le terme Askara? On appelle ça Askara. En français, on va traduire comme souvenir. L'Askara, c'est un souvenir. Mais vous savez que le souvenir, dans le peuple exact du mot Zikaron, le souvenir, l'Askara, dans la Torah, c'est pas le souvenir comme on a pu peut-être grandir avec cette définition du souvenir. On était en France ou chez les nations. Lorsqu'on se souvient de quelque chose, par exemple le débarquement en Normandie, d'accord, 44, quand on commémore le 14 juillet, quand on commémore des dates importantes, même chez les nations, alors je l'ai dit, quand on se souvient, on commémore. C'est une commémoration. Commémoration, il y a la mémoire. C'est-à-dire qu'on se rappelle, voilà, pour ne pas oublier. Alors on va se rappeler qu'à cette date-là, voilà ce qui s'est passé. Dans la Torah, la Askara, le souvenir, c'est pas pareil. C'est pas simplement badaï. Si tu te rappelles pas, si tu ne sais pas, si tu ne connais pas, si tu n'as pas de souvenir, tu n'as pas de mémoire, tu ne pourras pas le fêter, tu pourras pas le... C'est sûr, c'est certain. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est le début, ça, c'est la base. C'est quoi la Askara? C'est vrai que je prends le Lashon HaKodesh, parce que tout prend son sens lorsqu'on parle en hébreu. En français, ou en n'importe quelle langue, ça perd un peu de sa, ou beaucoup même, de sa définition, de son essence. Askara, vous l'avez dit, c'est du mot zikaron. Mais le mot zikaron, la racine du mot zikaron, qui veut dire souvenir en français, c'est quoi? Quelle est la racine du mot zikaron? Zecher. Zecher, c'est un souvenir. Mais c'est aussi zachar. Zachar. Et zachar, en français, c'est masculin. L'homme, le masculin. Vous savez que, forcément, il y a un lien. Alors, quel est le lien entre zikaron, zecher, zachar? Le souvenir, la mémoire et le masculin. Il y avait un rave, que je ramène très souvent, il s'appelle le Bnei Issachar. Le rabbi de Dinov, il était à Dinov il y a quelques centaines d'années de ça. Et là-bas, il explique quelque chose de merveilleux. Il dit, lorsqu'on vient, on fait une Askara, par exemple, où on se souvient de quelque chose, il dit, attention, le mot, la racine, ça vient de Zachar. Et c'est quoi un Zachar? Le masculin. Le masculin, Zachar, c'est le Koach HaOlada. C'est la force de donner naissance. Puisque le papa, c'est lui qui porte en lui les spermatozoïdes. Et le papa, il va donner donc naissance. Il va donner la vie. Il va donner un après lui. C'est pour ça qu'en hébreu, quand on parle du papa, comment on dit un papa en hébreu? Av. Av. Pourquoi on appelle ça Av? C'est pas pour rien. Av, c'est Aleph Bet. Parce que Dieu Aleph, il y a un Bet, c'est le fils. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, il reçoit son père. Non, bref. D'accord? Il y avait quoi? Il y a le Aleph et il y a le Bet. Le Bet, c'est quoi? C'est le deuxième, c'est le second. Le 1, il va donner naissance
au deuxième. C'est ça le Hav. Le Hav, c'est que le 1 va donner naissance au 2. C'est qu'il y a une suite. C'est qu'il y a une Tolada. D'ailleurs, dans la halakha, vous savez que dans la Torah, combien est-ce qu'on a de Melachot? On est dans les parachiotes qui parlent de Shabbat. Dans les parachiotes qu'on parle, d'accord, dans la Torah, on parle de Shabbat. Combien on a de travaux interdits dans le Shabbat? 39. Il y en a plein, il y en a 39. D'accord? Il y en a 39. Et la Gemara de dire, vous savez comment on les appelle, les travaux interdits Shabbat? Av Melacha. Av Melacha. Les pères des travaux interdits. Et la Gemara dit, pourquoi on appelle ça Av Melacha? Av, père. Quel rapport? Il dit, non, si on te dit qu'il y a Av, forcément qu'il y a des Toladot. Forcément qu'il y a des engendrés, engendrements. Et c'est ça. Des engendrements. Un Av, un père, il est là pour engendrer. Pas simplement engendrer au niveau physique. Tu as fait un enfant comme les Avdil, excusez-moi, avec respect que je vous dois, comme une vache donnerait naissance, ou un taureau donnerait naissance à un veau. Si tu t'arrêtes au niveau physique, on s'arrête à quoi? On s'arrête au veau. On s'arrête au veau. Tu dois donner naissance, pas simplement à quelque chose de physique, mais surtout à quelque chose de métaphysique. Ça veut dire que tu vas aider ton enfant à grandir dans la Torah, dans la Gdusha, dans la Tahara, dans le vrai, dans le bon, dans la construction. C'est ça un père. Père, quand je parle de père, je parle aussi de mère. Mais ici, on parle de Hav. Et donc, il dit le Bnei Issachar, si tu comprends que le Hav est le rôle du père, sa définition, son essence même, c'est de donner une suite, engendrer et donner une suite après lui, Hav, Aleph, Bet. Il dit, c'est ça la Askara, c'est ça le Zikaron. Quand on te demande tous les ans de faire la Askara pour un tzaddik, c'est la Iloula, la Askara pour un proche qui est parti, en fait, qu'est-ce qu'on vient faire? On ne vient pas commémorer, on ne va pas simplement se souvenir. On vient en vérité, Zachar, exactement, se projeter dans l'avenir en fonction de la réalité de la personne qui nous a quittés. Si tu viens à une Askara, si vous êtes venu ce soir, eh bien, Ezrat Hashem, avec quoi je dois sortir? Je dois sortir pas le même et pas la même avec comme je suis rentré. Askara, Zachar, c'est que tout ce qu'on va dire du Rav, tout ce qu'on va dire ce soir, il doit, comme je l'ai dit, nous habiller Behemet et engendrer en nous quelque chose de nouveau. Je suis un être nouveau. On doit s'inspirer de ce qu'il était. Et à partir du moment où je vais écouter des choses magnifiques, ce qu'il était le Rav, c'est quoi la place d'un Rav, l'importance du Rav, et ainsi de suite, alors ces choses-là, elles doivent me transformer. Elles doivent, comme on l'a dit, engendrer en moi des choses nouvelles. Je vais être quelqu'un de nouveau. Je vais être une nouvelle femme, un nouvel homme. Tu ne peux pas te lever après un cours pareil et te dire, alors je continue. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? On a été commémorer le souvenir du Rav Israël de Sarcelles. Non, Habibi, ce n'est pas une commémoration, on n'est pas là en train de commémorer ce souvenir. Le véritable souvenir dans la Torah, c'est que la chose, elle doit engendrer en moi quelque chose de nouveau, qui fait que, je m'améliore. Je m'améliore dans mes midot, dans ma vodat Hashem, dans Ben Adam Lachavero, avec mon prochain. L'homme échané, ça doit engendrer en nous. On doit s'inspirer, en l'occurrence, ici, du tzaddik, du Rav Israël. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce soir, Be'ezrat Hashem, en essayant de très compliqué, en une petite heure, de raconter toute une vie d'un tzaddik et d'un tel tzaddik Behemet. Mais j'ai essayé de ramener quelques petits points. Je me suis beaucoup appuyé sur le livre qui a été écrit par le bras droit. C'était la personne qui était mamash pendant des années très proche du Rav Israël. Et il a écrit un livre. Et je me suis beaucoup inspiré. On va ramener des histoires aussi personnelles, puisqu'on a connu personnellement le Rav. Mais Be'ezrat Hashem, déjà, mettre dans le contexte. Le Rav Israël de Sarcelles, donc il s'appelait Rav Raphaël Yaakov Israël. Alors, je vais faire plaisir à certains ce soir, d'accord? Il est né à Fès, donc au Maroc. C'était un Rav marocain, et on a ici Monsieur Ibn Danan. On a Monsieur Ibn Danan, d'accord, qui était à l'école petit avec le Rav Israël. Bon, à un moment donné, les chemins se sont croisés, on va expliquer comment, pourquoi. Aval, voilà, il a connu Rav Israël, même jeune, petit, ils étaient ensemble à l'école. Enfant, ils étaient ensemble à Fès, à l'école. C'est pas Stam, il y a fait Maintenant, pour mettre dans le contexte, c'est que, Baruch Hashem, le Maroc, Behemet, c'était une entreprise, une industrie au Talmidei Chachamim et au Tzadikim. C'est impressionnant le nombre de Tzadikim, de Talmidei Chachamim, de Géonim qu'il y a eu au Maroc. C'est impressionnant. Et en particulier, la ville de Fès. La ville de Fès, elle a donné mamash des Géonim, des Tzadikim, des Gdolei Israël, entre autres Rav Israël. Alors juste pour mettre un petit peu dans le contexte,
la grand-mère de Rav Israël, elle a eu des enfants. Vous savez qu'à l'époque, les enfants, ils mouraient en bas âge, quoi. C'était compliqué. Beaucoup d'enfants, ils étaient des familles de 13, mais il n'en restait que 5 ou 6. Et la grand-mère de Rav Israël, lorsqu'elle a eu son fils, le père de Rav Israël s'appelait Rabbi Aaron. On va en parler aussi un petit peu. Rabbi Aaron, c'était un tzaddik et sodolam. Le père de Rav Israël, c'était aussi un tzaddik, mamash. Et quand il était petit, il avait 2 ans à peu près, il était tout petit, il est tombé gravement malade. Il a eu une fièvre très 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 forte et les médecins, ils ont dit on a tout fait. Et le gosse, chez Mishmor, il pouvait quitter ce monde, mamash. Et donc la grand-mère de Rav Israël, elle est montée sur le toit de sa maison, elle a levé les yeux au ciel, et elle a prié à Kadosh Baruch Hu. Elle a dit Hachem, je t'en supplie, laisse mon fils en vie et prends-moi à sa place. Elle est descendue, elle s'est allongée sur son lit et son âme l'a quitté. À la Makom. Et son fils Rabbi Aaron, il a survécu. C'est le père de Rav Israël. Le père de Rav Israël. Imaginez de qui on parle, de quoi on parle. La mère de Rav Israël, donc elle est décédée, mais elle avait donc eu une fille, 2 garçons. Comme je vous ai dit, vous savez, à l'époque, les enfants, ils mouraient jeunes, il y avait des maladies, ils n'arrivaient pas à les soigner, tout ça. Et lorsque la maman de Rav Israël, je parle de la mère de Rav Israël, elle s'appelait Yakot, elle a voulu un fils, elle voulait un autre fils. Elle est partie prier sur la tombe d'un tzaddik qui avait à Fès, c'était le Rav Raphaël, je vais dire n'importe quoi, Shakouri Zatzal. C'était un Mekoubal, un tzaddik et d'Olam. Elle est partie sur sa tombe, et elle a prié le tzaddik, qu'il implore à Kadosh Baruch Hu pour avoir un enfant. Et Baruch Hashem, cette fille-là, elle a été écoutée, et elle a eu un enfant. C'est pour ça que le Rabbi Israël, elle lui a donné le nom du tzaddik, Rabbi Raphaël, parce qu'elle s'appelait Raphaël, et par le mérite du tzaddik, elle a eu cet enfant. Et il y a eu Yaakov aussi, qui était son grand-père, d'accord ? Qui était son grand-père. Il est né le Rav le 18 Tammuz 5697, le 27 janvier 1937. Ça va, c'est bon, ça correspond ? Il était un peu plus âgé que moi. Voilà, donc il avait, le 27 juin 1937. Ok. On a dit que son papa, il s'appelait Rabbi Aaron, et il y a plein de témoignages sur le papa du Rav Israël. C'était un homme très 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 pieux, il parlait pas beaucoup. D'ailleurs, une fois, il était en Eretz Israël, parce qu'il est monté en Israël, et il y avait plein de gdolim qui étaient là, plein de rabbanim qui étaient là, et lui, il était dans son coin, et un jour, Bémet, il y a un Rav, il est venu, il a dit, Rav Israël, je savais pas que ton père, il était muet. On l'entendait pas. Il disait rien. Parlait pas en plus. Il était tout le temps, comme beaucoup de tzadikim, avec un livre de Teilim, et il étudiait Bémet, comme ça, la Torah. Alors, il y avait quelque chose d'exceptionnel, et là, on rejoint M. Ibn Danan. Vous savez que il y a eu une vague, que ce soit au Maroc, en Tunisie, bon, en Algérie c'était déjà mort, mais en tout cas au Maroc et en Tunisie, il y a eu une vague qui arrivait ils s'appelaient les éclairés, comme les éclairs au chocolat. On va commencer à rentrer un petit peu un nouveau vent dans le peuple juif. Vous savez qu'au Maroc et en Tunisie, il n'y avait que des yeshivot, que des Talmud des Torah. Il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas de chol, vous savez, d'accord, mathématiques, machin, ça. Tous les enfants, ils allaient au Talmud Torah, il n'y a pas autre chose. Et il y a eu l'alliance qui a commencé à arriver, ils ont ouvert des écoles, on va vous faire des médecins, on va vous faire machin et tout ça, et ça a été une hécatombe, soit au Maroc ou que ce soit en Tunisie. Les enfants quittaient la yeshiva, on leur promettait une vie de pacha, avec les voitures, avec les belles maisons, avec les bonnes choses et tout. Ils étaient attirés par ça, et il y avait un grand danger. Et les parents du Rav Israël, il était tout jeune, et c'est là où vos chemins se sont séparés, puisque votre maman, vous me racontez que votre maman, elle, vous n'avez plus votre papa, et elle a été seule avec vous. Et il y a eu une vague comme ça où les parents ont envoyé les enfants, c'était unique, étudier en Angleterre. Ce sont des rabbanim qui venaient. Voilà, ils venaient d'Angleterre pour chercher les enfants et les faire venir à la yeshiva en Angleterre. Un petit Marocain en Angleterre, t'imagines le truc, il mange avec les mains et il se frotte les pieds, ok ? En Angleterre, bref, on rigole, mais... Et Rav Israël, sa maman, elle l'a envoyé, ses parents, plutôt, l'ont envoyé à Sunderland, en Angleterre, à la yeshiva. Et c'est là-bas, en fait, qu'il s'est construit
et qu'il a construit en vérité Bezrat Hashem, Baruch Hashem, plus Bezrat Hashem, Baruch Hashem, son futur. Et il y a beaucoup qui sont partis à la yeshiva là-bas, beaucoup de grands qui sont partis à la yeshiva là-bas. Il faut comprendre une chose. Quand ils partaient à la yeshiva à l'époque, Rav Israël, pendant 4 ans, 5 ans, il n'a pas vu ses parents. Il ne pouvait pas revenir, c'était très très cher. Très cher, les billets, les machins, les bateaux, c'était pas possible. Et donc, après 4-5 ans seulement, il est retourné au Maroc voir ses parents. Il dit, c'était une période très 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 difficile. T'imagines ? Mais un enfant, une semaine, il t'appelle 14 000 fois, j'ai fait pas, j'ai truc, mon onglet s'est cassé, le truc il est parti, il me manque là truc, j'ai pas à manger. D'accord ? 4 ans, 5 ans sans voir ses parents. Dans un pays étranger complètement. Toi, tu viens du Maroc, tu vas en Angleterre, t'imagines la différence ? T'imagines la différence ? Et c'est pas aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a la clim, il y a le machin, c'était pas comme ça que ça se passait. Le Rav Israël Bémet, et à cette époque, tous les talmidim, tous les élèves, ils étudiaient, c'était très, très, très dur. C'était très, très difficile. Les conditions, elles étaient très, très dures. Il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage. Il pleuvait, ça rentrait dans la yeshiva. Ils n'avaient pas assez à manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dans la yeshiva. C'était très compliqué, très compliqué. Mais c'est de là, Bémet, que tous ces enfants, ils se sont construits. Top. Rav Israël, il a étudié pendant des années donc là-bas à la yeshiva. Il a grandi, Bémet. C'est devenu déjà un Talmid Chacham. Il était déjà, on le voyait comme quelqu'un de très, très spécial. Rav Israël va épouser une femme exceptionnelle, la rabbinite Israël, celui qui l'a connue, Béhémet, il peut témoigner de ce que c'est une femme, Béhémet, c'était un bulldozer. Madame Israël, c'était un bulldozer. Petite anecdote, parce que voilà, Baruch Hashem, on est de Sarcelles, et on a eu le mérite, Béhémet, de les côtoyer, de vivre avec eux et de prendre tellement d'eux. La rabbinite Israël, moi, ça a été une de mes profs de Kodesh quand j'étais CM1, CM2, CE, CE2. D'accord ? C'était une prof de Kodesh, entre autres. Elle donnait de son temps, Et une petite anecdote, c'est que c'est comme ça, d'accord ? On va un peu ouvrir son cœur, mais quand j'étais petit, j'étais très, 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 très gentil, mais aussi très chauvave. Très, très, très chauvave. Et Dafka en Kodesh. Ça paraît bizarre, mais... D'accord ? Les seuls blâmes que j'ai eus, les seuls renvois que j'ai eus, les seuls machins que j'ai eus, c'était en Kodesh. C'est une catastrophe. Bref. Comme quoi, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Aval, d'accord ? Et je ne sais pas, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'était qu'en Kodesh. Et la rabbinite, la pauvre, elle était très dure. C'était une femme, même physiquement, elle était imposante, elle était là. C'était une femme à mâche. C'était impressionnant. Elle était impressionnante. Dans le bon sens du terme, mais c'était une femme, bémette, forte. Et comme je faisais le mariole, alors à chaque fois, je me disais, bon, gars, tu rentres à la maison, tu me fais pour demain, tu écris 100 fois, je ne dois pas parler pendant le cours de Torah. Tu m'écris 100 fois, je ne dois pas embêter mes camarades. Tu m'écris 200 fois, je ne dois pas truquer, machin. Tout le temps. Et j'entrais à la maison et tout, et puis je me mettais comme ça et tout, et j'ai commencé à écrire. Et je me rappelle, mon père, il est rentré une fois, il a dit, qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, j'ai la punition, cours avec la rabbinite Israël et tout. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et mon père, à un moment donné, alors mon père, à l'époque, il n'était pas religieux, d'accord ? Il n'était pas religieux, à l'époque encore. Mais on avait des parents intelligents. Ils voient comme ça, tous les jours, tous les jours, c'est de mariole. Tous les jours, j'avais. Et il a dit, c'est pas possible. Tu peux enlever tu peux te pousser pour la rabbinite ? Non, on va pousser. Ouais. Merci, mon tsaï. Mechila d'avoir utilisé un Talmid Chacham. Excuse-moi. Voilà, Mechila. Voilà, c'est bon. Et donc, mon père, il me voit comme ça, et je vois mon père, il prend le téléphone, il appelle la rabbinite, parce qu'on va le voir, s'il faisait partie des 36 tzadikim, il faut comprendre, on va le voir, Bezrat Hashem. Mais j'ai jamais vu de ma vie entière, et j'en ai côtoyé, Baruch Hashem, des rabbanim, je n'ai jamais vu de rabbanim et des rabbaniotes avec un tel accès. Tu pouvais, quand tu voulais, tu pouvais taper à la porte du rab. Où tu vois ça ? Aujourd'hui, ils te mettent 80 personnes avant de passer, avant de demander, avant machin. Il n'y avait pas ça chez Rav Israël, ça n'existait pas. Tu tapes à la porte, ils ouvrent, c'est la rabbinite, tu t'assois, viens prendre un jus d'orange, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Et mon père, il appelle la rabbinite, il dit, voilà, je vois mon fils, il a donné les trucs à recopier 300 fois, 200 fois, faut pas parler et tout. Puis il dit, avec le respect que je vous dois et tout, je trouve que c'est un peu, ça sert à rien. Moi, je dis, écoute, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Je dis, ça sert à rien. Donnez-lui toute une paracha à écrire. Paracha de Trouma, Shemot, n'importe quoi. Au moins, c'est Chinouchi, au moins, il va apprendre quelque chose. J'ai papa, qu'est-ce que tu fais ? Et finalement, tous les jours, j'écrivais les parachiotes, tous les jours. Comme on dit, c'est une paracha. Ben, j'écrivais les parachas, moi, comme ça.
grâce à mon père, et c'est bête, Bémet. Et tu apprenais, au moins tu apprenais quelque chose d'intelligent, pas j'ai pas fait. Bref, c'est une femme très forte. Et elle, la rabbinite, elle a étudié, pour ceux qui connaissent, au séminaire d'Aix-les-Bains. Séminaire d'Aix-les-Bains, c'est une des premières élèves du séminaire d'Aix-les-Bains. D'ailleurs, le Rav, il a fait des bords des shidduchim, mais ça n'avait pas marché. On lui a proposé certaines filles, et le Rav, il voulait pas. Elle était mamash miyuchesed, elle venait d'une famille Béhémet de rabbanim, de tzadikim. Et donc le Rav va l'épouser. Et la rabbinite, toute sa vie, Béhémet, elle a supporté, entre guillemets, comme on peut dire, supporté le Rav. Elle a fait grandir le Rav. Béhémet. Et le Rav, combien il parlait avec des mots de Béhémet, de tendresse sur la rabbinite. Et d'ailleurs, il a dit, heureusement que j'ai écouté ma femme, parce qu'elle avait poussé le Rav, à l'époque, à passer la smicha de Rav et de Dayanout. Et après, le Rav, il a dit, ça m'a beaucoup servi. Mais c'était la rabbinite, c'était un bulldozer, la rabbinite Israël, un bulldozer. Et ils ont vraiment changé, on va le voir, la ville de Sarcelles. Mais avant, beaucoup ne savent pas, on a proposé au Rav de dire Rosh Yeshiva dans une ville d'Alsace qui s'appelait, alors j'espère bien le prononcer, vous savez, les villes d'Alsace, c'est un peu bizarre, Eggeneim. C'était une ville d'Alsace, il y avait une yeshiva là-bas, et il est devenu Rosh Yeshiva dans cette ville, et il a eu beaucoup de talmidim, dont vous connaissez peut-être le Rav Hamou. La salle, vous avez entendu parler du Rav Hamou? Non? Voilà. Ben, le Rav Hamou, ça a été un des premiers élèves de Rav Israël dans cette yeshiva. Ok. Petite histoire, quand il était là-bas dans cette Rosh Yeshiva, c'était avec la frontière avec la Suisse. Et un jour, il y a un Suisse, qui passait la frontière, bon bref, il est venu, il avait entendu qu'il y avait un Rav Chashuv qui était là-bas, dans cette ville et tout ça, il est parti, et il a demandé à voir le Rav Israël. Donc il va voir le Rav Israël, et ce type-là, c'était un acteur. C'est un acteur. Et il voit le Rav et tout, il dit, voilà, j'ai écouté des cours de Torah, il était goy, hein, c'était un non-juif, et je vais me convertir. Je dis d'accord, c'est possible, c'est vraiment quelqu'un est sincère et tout, c'est possible et tout. Je dis mais j'ai un problème, il était marié. Mais ma femme, elle veut rien entendre, un machin et tout, mais moi, quoi qu'il arrive, je veux me convertir. Donc, il n'y a pas ni femme, ni pas femme, je veux me convertir, je veux devenir juif. Il est tombé amoureux de la Torah, du judaïsme, et il ne savait pas quoi faire. Il a dit, bah alors, peut-être, elle dit, elle veut rien entendre. Et si maintenant je divorce, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle prend la moitié de l'argent, je me fais plumer. Je suis plumé complètement, donc je ne sais pas quoi faire. Le Rav, il lui a dit, va voir ta femme, dis-lui que tu vas vraiment te convertir et que tu vas la quitter. Dans 10 jours, elle te trompe. Comme ça, il lui a répondu. Dans 10 jours, elle te trompe. Et il a dit, mais c'est quoi cette réponse, ça? C'est quoi cette réponse? C'est quoi ce truc? Il était un peu, pas énervé, mais il a été, c'est bizarre, c'est quoi cette réponse? Il est rentré, il a dit, bon, je vais écouter. Il est parti en salle, il dit, regarde, ça y est, c'est fini, tu veux pas te convertir, moi je vais me convertir au judaïsme, je te quitte. Comme le Rav, il a dit, ça s'est passé malheureusement pour lui, en tout cas, d'accord, ou heureusement pour lui, il a flagrant délit, moins de 10 jours, flagrant délit que sa femme de adultère, il est parti au procès, elle a tout perdu, il a pu se convertir, et ce monsieur-là, il a fait tchouva, quoi, il s'est converti, il est amené brak, et bla, il s'est marié, et les enfants, mamash talmidei chachamim. Le Rav, il était très spécial, très spécial. Une fois, il y a des journalistes alsaciens là-bas, ils ont voulu faire, ils ont trouvé qu'il y avait une yeshiva, je ne sais pas c'est quoi une yeshiva, là-bas en Alsace, dans cette ville de machin. Ils ont voulu faire un reportage, un documentaire. Ils ont demandé si on peut faire un documentaire, c'est quoi la yeshiva, tout ça, ils ont accepté. Le Rav, il a dit, ok, ils peuvent faire, ça ne fait pas de mal. Et donc ils sont arrivés à la yeshiva. Ils sont venus à la yeshiva, et alors le Rav, il leur a montré, ça c'est ça, salle d'études, il a expliqué ce qu'est un peu la Torah, c'est quoi la yeshiva, école talmudique, on forme des rabbins, on forme ceci, on forme cela et tout. Et puis à un moment donné, pas de discussion, il faisait un interview, dans l'interview, il lui demande au Rav, et il dit, et votre femme, elle travaille? Il leur dit comme ça, et votre femme, elle travaille? Et le Rav de répondre, il était piquant, le Rav Israël, il avait beaucoup d'humour d'ailleurs. Il a dit non, j'ai voulu offrir une maman à mes enfants. Et donc, pour leur dire que ma femme, elle ne travaille pas, je voulais offrir une maman à mes enfants. Mais le Rav, c'était le chinour, le Rav, c'était la maison, le Rav, c'était la Torah. Et à un moment donné, ils lui ont dit, écoute, on va vouloir te filmer, faire machin et tout ça, prendre des photos et tout. Tu peux t'asseoir, ouvre un livre de votre Talmud et on va te filmer. Et tu fais semblant d'étudier. Le Rav, il a dit, non, je ne sais pas faire semblant d'étudier. Je ne peux pas faire semblant d'étudier. Il a dit, partez, allez faire un tour.
je vais m'asseoir comme j'ai l'habitude de m'asseoir pour étudier, et quand vous voulez vous rentrer, vous prendrez une photo quand vraiment j'étudie. Mais je ne peux pas faire semblant d'étudier. Le Rav, il était émet, il était vrai, il ne jouait pas. Ce n'était pas lui, Dafka, hein, un acteur. Ok. Après ce passage à la yeshiva, le Rav est là, Béhémet, ça nous touche à tous. Enfin, nous les Sarcellois, mais pas que. D'accord? Il est arrivé à Sarcelles. Il est arrivé à Sarcelles parce qu'on a proposé d'ouvrir un collège à Sarcelles au départ. Il faut comprendre que Sarcelles, c'était une ville dortoir, comme beaucoup de villes dans les banlieues. Il fallait construire parce qu'il y avait beaucoup d'immigrés qui arrivaient. Et donc, c'était une ville dortoir. C'était un désert de Torah. Il n'y avait rien. Quand vous dites il n'y avait rien, il y avait rien. Il y avait des juifs, il n'y avait rien. Il y a eu un premier aliyah, si je peux me permettre, à Sarcelles, d'accord? Premier arrivage à Sarcelles, c'est les Égyptiens qui ont quitté avec la guerre du canal de Suez. Ils ont quitté l'Égypte, beaucoup de juifs, ils sont arrivés à Sarcelles, c'est en 1956. Ensuite, il y a eu une deuxième vague, c'était les Algériens, en 62. Les Algériens sont arrivés, l'Algérie c'était un problème, ils sont arrivés à Sarcelles. Et en 64, où ça a commencé aussi à chauffer en Tunisie, c'est les juifs tunisiens qui sont arrivés à Sarcelles. Mais il faut comprendre que c'était un désert en Torah. Au départ, quand le Rav Israël est arrivé à Sarcelles, il y avait uniquement 15 familles qui étaient Shomer Shabbat. 15 familles sur une centaine de familles. 15 familles qui étaient Shomer Shabbat. Et d'ailleurs, le Rav, il a lui-même témoigné beaucoup que lorsqu'il arrivait avec la rabbinite, ça a été très dur. Le premier Rosh Hashanah qu'il a fait à Sarcelles, le Rav, ça a été une catastrophe. Il n'y avait rien. Mais lui et la rabbinite, ils ont transformé la ville de Sarcelles, mais la France. Juste la petite anecdote, vous savez comment on appelle Sarcelles ? La petite Jérusalem. Alors, l'histoire dit que d'où elle vient cette expression Sarcelles, la petite Jérusalem. L'histoire, elle dit que, vous savez, moi j'y étais, je l'ai vécu. Il y a eu la visite du Rav Ovadia Yosef, qui était à l'époque le Rav Rashi d'Israël, qui est venu à Paris, mais venu aussi à Sarcelles. Et moi j'étais à Torah Temet Ozara Torah, et il est venu à l'école. Il nous a fait des brachot. On était tous à la cantine comme ça, tous ensemble. Et c'était merveilleux, c'était magnifique. Et en fait, cette expression, on a commencé à appeler Sarcelles la petite Jérusalem. Ça a été l'expression que lorsque le Rav Ovadia Yosef il arrivait à Sarcelles et il a vu le judaïsme qu'il y avait, les restaurants, autant de restaurants, autant de pâtisseries, de boucheries, de vie juive, la synagogue, de kolélim, de minyanim. Quand il a vu la vie à Sarcelles, on sortait à Sarcelles avec nos talites. Comme en Israël, il n'y avait pas de oui, peut-être, il n'y avait rien. On sortait avec nos talites. C'était une vie juive, à part que c'était Chutz La'aretz, c'est vrai que c'est en dehors d'Israël, mais on a eu une vie comme on peut la vivre, le judaïsme, je parle, comme on la vivrait ici à Ranana. Non, ça a beaucoup changé. Et c'est resté quand même, Baruch Hashem, mais ça, c'était fou. Et en fait, c'est une expression, quand il a vu tout ça, le Rav Ovadia Yosef, il a appelé Sarcelles la petite Jérusalem. Il a dit, on dirait une petite Jérusalem. Et c'est resté. Et depuis on a appelé Sarcelles la petite Jérusalem. Le premier Simchat Torah qu'il a fait le Rav, Béhémet, ça a été le déclic. Les gens, ils racontent que le premier Simchat Torah que le Rav il a fait à Sarcelles, il a fait une Simcha que les gens ne savaient pas c'était quoi Simchat Torah, vous ne connaissez pas. La Simcha que le Rav il a fait avec la Torah, qui prenait les gens avec lui, ça a été le déclic. Et à partir de ce moment-là, Béhémet, il y a eu une grande enthousiasme autour du Rav, et Béhémet, il a annoncé à Simchat Torah l'ouverture du Kollel. Et il y a eu un kollel, le premier kollel, c'est quoi un kollel? Les gens, ils étudient toute la journée la Torah. Vous savez pas c'est quoi les gens? C'est quoi? C'est des parasites, ils font quoi? Des textes anciens depuis 2000 ans, qu'est-ce que c'est? Il y a eu le kollel qui l'a ouvert. Il n'y avait pas de lait chamour à Sarcelles. Les chamours, c'est-à-dire que c'est un lait qui est surveillé depuis le départ, depuis la traite, que ça vient d'un animal qui est cachère. Il n'y avait pas de lait chamour. Et pendant longtemps, le Rav, il n'a pas bu de lait. À un moment donné, il était à la synagogue, il appelait les gens, il dit, écoutez, je ne peux plus. J'ai envie de prendre un café au lait le matin, moi, comme tout le monde. Il a dit, voilà, il y a une ferme à côté de Sarcelles où là-bas, il y a une vache et ils font le lait. On va faire un roulement. Miché Barach, qui c'est qui prend sur lui, comme on fait pour les télim? Qui c'est qui prend sur lui le dimanche, le truc, quelle heure, machin, tac. Et en une fois, il a fait Miché Barach et il y a eu les premiers laits chamours à Sarcelles. Ça n'existait pas. Les matzot, ça n'existait pas. Des vrais matzot cachés, ça n'existait pas. Le vin, il y avait un Franprix à Sarcelles qui existe toujours. Aujourd'hui, il est entièrement cachère, mais à l'époque, Franprix, c'était Franprix. Il est parti voir le patron là-bas. Il lui a dit, écoute, Baruch Hashem, il y a beaucoup de juifs ici, on a besoin de produits cachers. Tu vas faire un rayon cachère, mais attention les prix. Et le Rav, il était makpid, que les prix ne soient pas trop chers. Ben, il vérifiait que les prix ne soient pas trop chers pour inciter les gens à manger cachère. Le Rav et les Rabbanites, pour vous montrer que Béhémet, c'était qui,
C'était des géants. Ils étaient mamash Baal Chesed. Il y avait une coupa de tzedaka à Sarcelles. Mais au départ, il n'y avait rien. Et le Rav, à Pessah, lui et la rabbinite, il demandait à personne. Il faisait du porte-à-porte. Il tapait sur la porte des gens. Et il demandait pour telle famille, pour telle famille, pour telle famille. Il faisait du porte-à-porte avec la rabbinite pour ramasser de l'argent, ramasser des choses, pour que chaque famille à Sarcelles puisse passer Pessah comme il se doit. Et donc, Behemet, il a œuvré pour la Tarat HaMishpacha, tellement c'était important pour le Rav. Tarat HaMishpacha, le Rav, il en parlait tout le temps. La pureté familiale. Parce qu'il savait, le Rav, qu'à partir de la pureté familiale, on fait des enfants kshérim, des enfants qui sont taor, des enfants qui sont dans la Torah. Ils pourront écouter les divrei Torah. Donc toute sa vie, c'était Mamash Tarat HaMishpacha. Si on a, parce que je vais après parler aussi d'autres choses, mais je ramènerai ici un espèce qu'on a fait sur le Rav. Le Rav, il a commencé aussi, on lui a demandé, la rabbinite Barkatz, pour ceux qui connaissent Bnei Brak aujourd'hui, le Rav Barkatz. Il est parti voir le Rav une fois, il lui a dit, voilà Rabbi, il n'y a rien pour les femmes à Sarcelles, est-ce que tu peux nous faire chiour pour les femmes? Et quand je vous dis que Sarcelles c'était un désert, Allez expliquer aux femmes que voilà, il va y avoir un chiour de Torah. Elle, c'était, à l'époque, il y avait Maïté qui faisait d'accord, Téléachat, c'était Dallas, Côte-Ouest, d'accord. Oui, Santa Barbara, ça te barbera. Il y avait, voilà, qu'est-ce qu'on va aller écouter, un machin. Et elle dit la rabbinite Barkatz, au départ, elle dit, il faut comprendre qui était Rav Israël, Gaon Sheba Geonim. Au départ, il y avait 2-3 femmes qui venaient à son chiour, elle avait honte qu'une telle sommité. Mais le Rav, jamais il a dit, oui, mais il n'y a que 2 femmes, il y a une femme, il y a 3 femmes, il y a une demi-femme. L'homme échané, c'est une Neshama Théora, et il n'y avait pas de quota, comme malheureusement on peut peut-être des fois entendre, s'il n'y a pas autant de personnes, alors je ne fais pas chiour. Si tu ne me payes pas comme ça, alors je ne viens pas faire le chiour. Il n'y avait pas. D'ailleurs, le Rav, il avait un lien avec l'argent qui était très spécial, et les gens l'appréciaient pour ça. Le Rav, c'était pas l'argent qui l'intéressait. C'est pas l'argent qui l'intéressait. Uniquement la Torah et de transmettre la Torah. Et une fois, il a dit à son shamash, il lui a dit, l'argent c'est berk. Il parlait comme ça, le Rav. Il disait l'argent c'est berk. L'argent c'est pas intéressant, l'argent c'est berk. Ce qui est important, c'est le Kvod Shamayim. C'est le Kavod Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'un homme il doit rechercher. Et le Rav, c'était que ça. Behemet, Kvod Shamayim, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et l'amour du Am Israël. Une fois, il y a une femme qui est venue le voir. Alors le Rav, il était très spécial. Il recevait beaucoup. D'ailleurs, le Rav des gens qui allaient le voir, c'était des femmes. La majorité des gens qui allaient le voir, c'était des femmes. Pourquoi? Parce que Behemet, il avait une oreille très particulière. Et il savait remonter le moral quand il y avait Prem Shom Baït, les enfants, le machin, pas le machin. Et une fois, il y a une femme qui est venue le voir. Et elle se plaignait, elle s'est plainte au Rav. Elle a dit, Rav, Behemet, je suis nul, je suis faible dans mes midotes. À chaque fois, je prends des trucs sur moi et je tombe et je retombe. Et c'est difficile, j'ai beaucoup de faiblesse, Rav. Alors le Rav lui a dit, essaye de te conformer à ce que je pense de toi. Essaye de te conformer à ce que je pense de toi. Alors elle entend ça, elle lui dit, mais Rav, vous n'entendez pas ce que je vous dis. Je ne suis pas ce que vous dites. Je suis nul, je suis faible, je suis une mauvaise midote, je m'énerve tout le temps, je suis comme ceci, comme ça. Le Rav, il la regarde, il dit, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Que je mens alors? Que je me trompe? Elle n'a plus rien à dire. Ça veut dire, je ne me trompe pas, tu es ce que voilà, c'est ça que tu es. Et le Rav, il savait remonter, mettre le moral des gens qui étaient brisés. Une fois, il y a une femme qui est venue le voir, et elle lui a dit au Rav, elle lui a dit, Rabbi, je veux faire mon aliyah. Cette femme-là, malheureusement, je ne vous ai pas dit, donc elle avait perdu son mari, elle était veuve. Et elle a dit, je veux essayer en Eretz Israël, peut-être que là-bas je vais trouver un mari, ça y est, je vais faire mon aliyah. Le Rav lui a dit, non, tu ne pars pas en Israël, ton conjoint, il est ici. Ton conjoint, il est encore là. Ton conjoint, pas le mari, mais ton conjoint, il est encore là. Elle n'a pas compris. Hein. Toi, elle rentre chez elle, tout ça, puis elle reçoit un coup de fil de la rabbanoute de Paris, quelques jours après, quelques semaines après. Et il dit, voilà, et tout ça, votre mari est niftar, on a tous les papiers, on a tous les machins et tout. Il dit, oui, bien sûr. Et il dit, bon, vous avez un beau-frère. Vous n'avez pas eu d'enfant avec votre mari. Il dit, non, vous avez un beau-frère. Vous devez faire Khalitsa, c'est qu'il y a Iboum. On ne fait plus Iboum aujourd'hui. Parce que la belle-sœur qui n'a pas eu d'enfant, elle se marie avec son beau-frère. On ne fait plus, donc il y a Khalitsa. Il n'avait pas fait Khalitsa. Elle est partie à la rabbanoute, elle a fait Khalitsa. Quelques mois après, elle va revoir le Rav Israël et lui dit, Rabbi, et tout ça, voilà, j'ai vraiment envie d'aller en Israël, maintenant, peut-être que le temps est passé. Et le Rav lui dit, maintenant tu peux partir. Donc le Rav, Roi HaKodesh, tu ne peux pas partir, comment tu vas te marier avec qui? T'es
tu es déjà marié entre guillemets à ton beau-frère, il faut faire khalitsa avant de partir. Il n'a pas dit comme ça. Abba lui a dit, ton conjoint, il est là. Donc, elle a pu faire ça, elle est partie en Israël. Après, il a dit, tu peux partir, tu peux aller en Israël. Et c'est ce qui s'est passé, elle s'est mariée, elle a eu tout ça. Toutes ces histoires-là, Bémet, il y en a des milliards. C'est pas qu'il y en a, on pourrait passer toute la nuit, toute l'année à raconter des histoires sur Rav Israël Bémet. Je vais juste arriver à la fin et raconter après une petite histoire personnelle aussi, que j'ai déjà racontée, mais certains ne connaissent pas. Lorsque le Rav Israël, il est tombé malade, beaucoup pensent que c'est Mishum Arinara. Beaucoup pensent que c'est Mishum Arinara. Parce que le Rav Israël, c'était un gaon. Non seulement c'était un tzaddik, mais c'était un gaon en Torah. Pour vous dire qu'il a écrit et je les ai, les livres, au Hachem, ma mère les a offerts. Il avait écrit une série de livres, qui s'appelle Menuchat Aaron, au nom de son papa. C'est sur les Gemarot, sur le Talmud. C'est tellement profond, c'est tellement puissant, que ces livres du Rav Israël se trouvent à Ponyovitch, une des plus grandes yeshivas qui existent en Eretz Israël, du Rav Kahneman, à l'époque, d'accord, et qu'ils étudiaient dedans. Le Rav Shach étudiait dans les livres de Rav Israël. Il faut montrer qui était le Rav Israël, le Gaon que ça a été. C'est pas simplement le tzaddik avec qui voyait des choses, et Urim et Tumim. C'était mamash un Gaon, et il a écrit des livres très profonds sur la Gemara, qui sont étudiés dans les yeshivot. Ça, c'était le Rav Israël. Et le Rav Israël, toute sa vie, il a reçu les gens. Malheureusement, il est tombé malade, et beaucoup pensent, mamash mishum Arinara, parce qu'il a publié ses livres très jeune, très jeune. Et c'était tellement quelque chose d'impensable de décrire une telle... que beaucoup pensent que ça... Et il est tombé malade, il avait comment on appelle ça, cette maladie ? Stérose en plaques, d'accord, donc tous les muscles, tous les machins. Jusqu'à la fin de sa vie, le Rav Israël, il n'avait pas de force, Quand la maladie déjà le prenait, il ne renonçait jamais à aller au kollel, parce que c'est là-bas qu'il recevait les gens. Il recevait les gens, du matin au soir, il recevait les gens malades, fatigués. On le suppliait d'aller se reposer, on le suppliait. Et il disait à son shamash, toi tu parles comme le Yetzer Hara, toi. Tu parles comme le Yetzer Hara. Ils ont besoin de moi. Et Béhémet, Misirut Nefesh, pas simplement pour les Sarcellois, parce qu'il y a beaucoup qui connaissaient le Rav Israël dans toute la France, et même Bechutz Laaretz. Même en dehors d'Israël, en dehors de la France, entre guillemets, en dehors de la France, c'était mondialement connu, même en Eretz Israël, on le connaissait, le Rav Israël. Tov, il a été très malade. Je vais arriver à la fin, quand il est niftar, le Rav Israël, Béhémet, il a raconté le Julien, mais c'est Hémet. Sarcelles était fermé. Ça a été un deuil de la ville. La ville, les restaurants fermés, tous les magasins fermés. Il y avait la police qui bloquait. Mamash, tout fermé. Il était connu, Mamash, par même les non-juifs, le Rav Israël, et apprécié par les non-juifs. Quand ils ont fait venir le corps en Israël, on a eu le mérite d'assister à l'enterrement. Moi, j'y étais, au Mont des Oliviers, à Razetim. Et ce qu'il a raconté, Julien Shabbat, comme ça s'est passé. C'est impressionnant. Au moment de la mise en terre du Rav, Béhémet, tout d'un coup, le soleil, il est commencé à devenir brumeux, et tout autour du soleil, il y a un cercle, mais un vrai cercle, comme ça, qui s'est dessiné. Tout le monde regardait, on ne sait pas ce que c'était. Ils ont pris des photos. Moi, j'étais à côté de quelqu'un, il a appelé sa femme, qui n'était pas là, mais qui était à Ramoth. Il dit, tu vois ce qu'on voit là d'ici, là, tu vois le soleil ? Et tout Jérusalem voyait le soleil comme on le voyait. Et il y avait un cercle mamash, mais dessiné, tout autour du soleil. Vous savez pas ce que c'était ? Pendant les Spédim, le frère du Rav Israël, il a amené un Zohar. Il y a un Zohar. Et le Zohar, il dit, je ne sais plus quel paracha, et le Zohar dit que lorsque il y a un des 36 tzadikim qui quitte ce monde, alors là-haut dans le ciel, les malachas, les anges célestes, viennent, ils font une fête, et viennent l'accueillir. Et le Zohar, il dit, le siman, il y a un signe. C'est quoi ? C'est qu'autour du soleil, il y a un rond. Parce qu'ils dansent en rond, les malachas charrettent, d'accord ? Et le signe, c'est qu'il y a un rond autour du soleil pour montrer que ce tzaddik, il faisait partie des 36 tzaddikim. Mais c'est pas shoot. C'est pas shoot qui faisait partie des 36 tzaddikim. C'est quelque chose, d'avoir vécu ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on a eu le mérite, Béhémet, de le côtoyer. Tu pouvais aller prier avec le Rav Israël, tu pouvais parler avec le Rav Israël. Et ça a été, Béhémet, une perte énorme, non seulement pour les habitants de Sarcelles qui l'ont connu, mais pour tout l'âme Israël, Béhémet, une perte énorme. Il est niftar très jeune. Si je ne me trompe pas, je vais répéter, mais 64 ans, 63 ans. Il était très jeune, le Rav Israël. Mais il était malade et il est parti de ce monde. Voilà, il y a quelques années. Avant de... Comment ? À peu près, je ne veux pas me tromper, mais à peu près.
Et ouais, 18 peut-être, ouais. Pour terminer par rapport aux histoires, et je veux juste après, Béhémet, qu'on parle de l'essence même du Rav en général, pour terminer. Mais juste une petite histoire, et ça c'est très très personnel. Vous savez qu'à Sarcelles, vous ne trouvez pas de Sarcellois qui n'a pas une histoire avec Rav Israël. Tu n'en trouveras pas, c'est pas possible. D'accord, on avait n'importe quoi, des questions existentielles, tu allais voir Rav Israël. Je peux me permettre de raconter ce que tu as raconté, je peux me permettre ? Merci. D'accord, il nous a raconté, parce qu'il a connu le Rav Israël, Rabbi Dan, et avec la rabbinite. Et donc il nous a raconté que juste, la rabbinite, elle a fait un accident de voiture très très grave. Très très grave, alité, hôpital, 6 mois, d'accord, je ne me trompe pas, ok ? Voilà, maison alité, très grave, elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas se lever de son lit, impossible. Et il arrivait une simcha dans la famille, c'est la bar mitzvah d'un de vos fils. Et elle était en pleurs, parce qu'elle ne pouvait pas faire la bar mitzvah, je ne vais pas pouvoir danser, je ne vais pas pouvoir venir, je ne vais pas pouvoir faire. Et elle était en pleurs. Et Rabbi Dan, il a eu l'intelligence de dire, tu sais quoi, on va aller voir Israël. On a tout essayé, on a tout fait. On va aller voir Israël. Ils sont partis voir Rav Israël, ils sont rentrés, et le Rav Israël a dit à la rabbinite, ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas, vous allez même danser le jour de la bar mitzvah de votre fils. Et la bar mitzvah, elle était à quelques jours, elle n'était pas dans 1 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, elle était à quelques jours. Et Béhémet, ça s'est passé comme ça, il a témoigné, que jusqu'à qu'ils arrivent dans la salle, elle ne pouvait pas bouger, elle arrive dans la salle, et à ce qui paraît, ça a été la fièvre du samedi soir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, d'accord, on montrera aux femmes ce twist que vous m'avez dit, d'accord ? En tout cas, ça a été la fête, et ça a dansé, voilà, qui était Rav Israël de Sarcelles. Voilà qui était Rav Israël de Sarcelles. Pour la petite anecdote, aussi, parce qu'on a eu beaucoup d'histoires personnelles avec le Rav, Béhémet, c'est toujours un plaisir d'aller le voir, toujours. Là, je viens de penser à une chose qui me revient, c'est pas une histoire que j'allais raconter, mais maintenant, on lui revient cette histoire. Quand tu es bar mitzvah, tu fais ta bar mitzvah, moi je fais bar mitzvah à Sarcelles, il y avait Rav Israël et ma bar mitzvah, au Hachem on a eu l'honneur d'avoir Rav Israël, et c'est comme un peu la première PS4, la PS5, je sais pas, d'accord ? Quand on te donne les tefilines, t'es hyper content au départ, les tefilines, tu fais le grand et tout. Mais bon, t'es à Sarcelles, c'est compliqué, les copains, les copines, les machins, les bidules chouettes, d'accord ? T'as pas forcément les parents qui sont très religieux. Bon, bref. Et à partir de 15 ans comme ça, les tefilines, tu les mettais, bon, Hachem, tous les matins. Mais après, tu te lèves, je parle de moi, hein, d'accord ? Tu te lèves un peu tard, tu les machins, et la première fois, je me rappellerai toujours, où je me suis levé à midi ou je sais pas quelle heure, j'ai pas mis mes tefilines. Et je savais pas la halakha. Moi, je connaissais pas. Donc, je pensais que je savais pas si on pouvait mettre les tefilines, pas les tefilines. Et ma mère, comme une mère tunisienne malgré tout, elle me dit, mon fils, t'as mis les tefilines, c'est aujourd'hui ? Il était midi. Je viens de me réveiller, maman, tout machin. Je crois pas que j'ai le droit. Je savais pas si on avait le droit. Je croyais que c'était que le matin. Et je dis, mais je sais pas. Elle me dit, bah, appelle Rav Israël. Demande-lui. Donc j'appelle. Et je tombe sur la rabbinite. Et mais je ne peux pas parler. Dis-moi c'est quoi. Je lui pose la question. Je lui dis, voilà, je viens de me réveiller. Normal. Il est 1h. Et j'ai pas mis les tefilines. Je sais pas si je peux mettre mes tefilines, faire la tefila. Je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, attends, petit truc. Elle est partie voir le Rav et tout. Elle revient. Elle me dit, le Rav, il a dit. Et après coup, moi j'ai compris quoi. Tu comprends après là. Il a dit, tu mets tes tefilines, tu fais toute ta tefila. Et tu dis à Hachem que c'est un cadeau que tu lui fais. Bon, le Rav il a dit. Et donc, bon, Hachem, tu as pris l'habitude de te lever tard. Après, je mettais tout le temps pendant une période un peu tard. Mais je disais à chaque fois, Hachem, je fais tout. Je disais, c'est un cadeau Hachem. Mais en fait, pourquoi? Parce que c'est qu'il y a un zman de tefila. Quand tu passes le temps de la tefila, c'est fini. Quoi. La tefila, tu as perdu la tefila. Mais le Rav, avec son intelligence, il voulait pas que j'arrête de prier. Ou qu'il me dit, tu les mets, tu fais schéma. Tu fais la tefila. Alors après, quand tu fais la tefila, c'est fini le zman, mais c'est un cadeau, ça s'appelle matana, tu fais une edava l'Hachem, tu fais une prière en edava. Mais tout ça pourquoi? Pour que j'arrête pas de prier à Kadosh Baruch Hu et que ma tefila, même s'il a fait à 1h ou à 2h ou à midi, tu n'arrêtes pas la tefila. Et comme ça, et Bémet, comme ça j'ai fait pendant quelques temps, on rentre pas dans les détails bien sûr, d'accord, j'ai ma vie privée quand même. En tout cas, une autre anecdote, mais ça c'est pas avec le Rav Israël, mais pour vous dire, Bémet dans le chinour, comment des fois c'est important, une autre anecdote. C'était avec un de mes oncles, mais j'aime la raconter cette histoire. Parce que bon, tu comprends qu'au départ, voilà, tu as 15 ans, machin, tu mets les tefilines à midi, après c'est à 2h, puis après c'est la shkia, tu vas dire, ah les tefilines, c'est la shkia. Bref, on est tous passés par là, enfin j'espère. Et je ne suis pas le seul. Mais Baruch Hashem, je ne ratais pas de mes tefilines. Je mettais tous les jours les tefilines. Mais après c'était, d'accord, juste avant la shkia, vite, tu voyais l'heure, la date, bref. Et je me rappelle, il y avait un de mes oncles qui était là, qui était religieux. Et il était à la maison, il habitait en Israël, il était là en passage et tout. Et j'avais pas mis les tefilines. Il était dans le salon, mais j'avais honte. J'avais honte. Quand la personne, machin, mais là, juste avant la shkia, c'était maman, je t'ai mis là.
J'avais honte. Et je dis, non, c'est ça. La honte, est-ce qu'elle est plus grande que les tefilines? Je me fais un truc dans la tête. Je dis, non, je vais quand même mettre les tefilines, c'est pas grave. Et donc je prends tout ça, j'avais honte. Et je sors mes tefilines. Lui, il est là comme ça, il me regarde, il me voit. J'avais honte. Mais je les mets quand même, je mets les tefilines et tout. Et ma mère, parce qu'il y a toujours, elle m'a dit, t'es derrière moi pour mettre le taux, tu mets truc, attends, tu mets trop tard, ça sert à rien, bref. Et ma mère qui profite de cet événement-là pour dire à mon oncle, elle dit, te rends compte, t'as vu, à quelle heure il met ton neveu tes tefilines, c'est pas honteux. Dis-lui comme c'est honteux. Et ben, jusqu'à aujourd'hui, je bénis mon oncle. Regarde la chokhma, mettre une chokhma azuma. Il regarde ma mère, il lui dit, mais tu es folle, tu es complètement folle. Dis merci que ton fils y mette les tefilines, oui. Il a dit ce mot-là, il m'a guéri. J'étais fier. Tu comprends? Toi, tu peux dire à quelqu'un, t'es un nul, t'es un zéro, t'es un bidon, soit avec un mot, alors que c'était nul ce que je faisais en vérité. Il a dit à ma mère, et exprès il l'a dit fort, sois heureuse que ton fils y met les tefilines. Combien d'enfants ils mettent pas les tefilines? Ça m'a motivé, je faisais attention de les mettre tôt après. Ça m'a motivé, pour montrer le chinour, d'accord, comme c'est important. Alors juste pour une belle aussi anecdote sur le Rav Israël. Après le bac, après la yeshiva plutôt, moi je voulais aller en Eretz Israël, faire ma vie en Israël. C'était comme ça depuis que je suis petit, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. C'était sûr que j'aille en Israël. Et j'avais déjà connu ma future épouse, qui est là, hein, c'est la même, elle est là, ok. Et c'était compliqué, quoi, parce qu'elle était encore à Sarcelles. Moi je partais en Israël. Les amourettes par correspondance, c'est un peu difficile. Vous savez de quoi on parle, hein. C'est un peu compliqué, la rabbinite. Un peu compliqué. Et donc, ma femme qui était aucun rapport, bon, je peux me permettre, d'accord, mais ça ne t'intéressait pas à la base, d'accord, on cherchait comment faire pour qu'elle vienne en Israël avec moi, qu'on soit ensemble. Et elle a pensé, elle a dû voir, je ne sais pas, sur Internet, je ne sais pas où, sur une pub, séminaire en Israël, séminaire pour jeunes filles. Donc elle va voir ses parents, voir son père, elle dit, ouais, papa, l'année prochaine, je vais faire un séminaire à Jérusalem, machin. Elle dit oui, d'accord, ok, tu vas se qu'il par lui, alors tu veux le suivre, Tmanik, ok, toi, quel rapport avec toi le séminaire, quel machin, non, je veux, mais oui, je veux Tmanik, bien sûr, ok, bref, ok, et on l'a pas lâché, elle l'a pas lâché, je veux aller, alors mon père pour lui dire, bon allez vas-y, lâche-moi les baskets, il dit à ma femme, regarde, écoute, vous savez quoi, allez demander à Rav Israël, mon beau-père, il est certain, sûr, pour lui dans sa tête, qu'on va aller lui dire, voilà, Rav Israël, on veut aller tous les deux, seuls, sans les parents, en Israël, machin, qu'est-ce qu'il va dire le Rav? Même pas en rêve, vous êtes fiancés, on n'était pas fiancés, on n'est pas fiancés. Donc même pas en rêve, vous n'allez pas, vous retrouvez, machin. Donc il a dit comme ça, allez voir Rav Israël. Nous, c'est pas entre le d'un sourd. On est parti voir Rav Israël. Voir le Rav, on s'assoit, je lui présente, machin, tatati, tatata et tout. Et on dit, on va aller en Israël, ensemble. Elle fait un séminaire, moi je vais faire Machon Lev, avec de la Torah, avec du truc, pour mon métier et tout. Et le Rav, il nous fait une bracha be'atzlacha, et allez-y, vous allez réussir, et je vous bénis, et magnifique. On retourne voir le boss, avec le sourire comme ça, et on dit à son père, on est parti en Israël. Il dit alors, ouais alors. Eh bien, il a dit qu'on peut partir ensemble. D'abord, il est tombé de la chaise. Mais bien sûr, algérien, tu sais, Alger, comme ça. Ah, c'est un film, mais mince. Zut, d'accord. Il a dit, c'est impossible. Vous avez mal posé la question, ça c'est le truc toujours. Vous avez embrouillé le Rav, moi je vais y aller. Il est parti demander au Rav, et le Rav lui a dit, mais ils sont déjà venus, je leur ai dit qu'ils peuvent partir, c'est quoi ton problème? Ils ont ma bracha et tu les laisses partir. Et c'est comme ça que, on a fait l'Aliyah. On est parti avec, pas fiancé, avec ma future femme. Grâce au Rav Israël, c'est fou. Et il a vu, parce qu'on est resté ensemble grâce à Dieu, donc bon, ça a marché. Il a vu très loin le Rav Israël. Une autre petite anecdote, mais il y en a tellement, mais juste voilà les plus touchantes, on va dire. Rav Israël, c'était le Urim Vetumim. Urim Vetumim. N'importe quelle question que tu pouvais lui poser. Et c'était toujours pile. J'étais déjà en Israël, j'étais déjà au Kollel, et à l'époque, à Baïd Vegan, il y avait un Kollel qui s'ouvrait. Vous savez que la paye d'un avrech, un jeune étudiant en Torah, c'est 1500 shekels. Quand j'ai commencé, c'est 1400 shekels, d'accord? Pour vous juste une image de un peu ce que c'était, d'accord? 1400 shekels. Bref, il y avait un Kollel qui s'ouvrait du Rav Pinto, Shlita, et c'était la révolution. À l'époque, il payait $800. C'était en dollars, $800. Ça veut dire que tes yeux, ils tournaient sur eux-mêmes, d'accord? $800, t'étais le nirvana, t'étais le pacha. Bon, c'est rien maintenant. Mais c'était pour un avraire, c'était le pacha. Et bref, mais moi, j'avais vraiment envie d'aller étudier à Yeshivat Mir.
Parce que c'est un endroit très 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 spécial et là-bas, si tu étudies vraiment, tu exploses. Dans tous les sens du terme. Mais là-bas, tu n'es pas payé. Et si tu es payé, je vous dis pendant des années, j'étais pendant 8 ans, et après même je restais encore 2 ans à mi-temps, d'accord, c'était 800 shekels. 800 shekels par mois, je recevais. Et la première année, c'était 0. Et donc je ne savais pas quoi faire. D'un côté, j'ai la famille, j'ai les enfants, j'ai ma femme, j'ai machin. C'est à côté de la maison, ça bite vegan, $800. Je pouvais rentrer là-bas, j'avais quelqu'un qui me faisait rentrer chez Rapinto. Et de l'autre côté, moi je voulais aller à Mir, j'avais 0. Je ne savais pas quoi faire. Et ma mère, elle me dit, appelle Rav Israël, va voir ce qu'il te dit. Et donc j'appelle Rav Israël, je tombe sur la rabbinite. Elle me dit, il se repose, il était déjà très fatigué. Il se repose tout ça, je lui dis la question, maman, est-ce que je dois aller étudier là-bas $800 ou je dois aller à Mir, mais j'ai 0. Voilà, je veux savoir. Elle me rappelle le soir, elle me dit, voilà, j'ai posé la question au Rav, il t'a fait une bracha, et il a dit, tu vas étudier à Mir. Moi, la vérité, je lui ai dit, vous avez compris la question, hein? À Mir, je ne suis pas payé, j'ai rien du tout. J'ai ma femme, mes enfants, machin, bim chouette, je ne suis pas payé, rien. Il m'a dit, oui, j'ai compris, rien. Elle était très. Mais j'ai compris. Et tu vas à Mir, là-bas tu vas étudier, il t'a fait une bracha, t'inquiète pas, tout va s'arranger. Il a dit tout va marcher. Rav Israël, c'est Rav Israël, il n'y a pas de rigolade. Et donc je vais pour m'inscrire, je vais pour machin, tu passes un Mifran, il y avait le Rosh Yeshiva à l'époque, tu passes un Mifran, tu passes un machin, bim chouette, Baruch Hashem, je suis accepté. Mais le Rosh Yeshiva, il me dit, sache une chose, la première année en tout cas, on ne te paye pas. Je m'y attendais, donc bon, c'est pas. Bref. Et entre-temps, c'était juste à Pessah, et donc après Pessah, je devais rentrer à l'Yeshiva de Mir. Et mon entourage, les gens avaient appris que je voulais aller à Mir, que j'allais à la Mir, que j'avais été accepté, tout ça. Et je me rappelle, on était à Pessah en famille. Il y avait plusieurs personnes, pas que de la famille, il y avait de la famille, il y avait des gens et tout ça. Et mes oncles, ils étaient hyper heureux pour moi, ils étaient hyper contents pour moi. Ils m'ont dit, ouais, Kol HaKavod, on est super contents, bref et tout. Et je leur raconte l'histoire. Je raconte l'histoire avec le collège du Rapinto, le machin, le bidule, que j'appelais Rav Israël, et que Rav Israël me fait une bracha, et que Rav Israël qui m'a dit là-bas, waouh, magnifique et tout. Donc après, là, c'est la journée de ce truc, moi je pars, et il y a des gens, quelqu'un qui part en même temps que moi, on est ensemble dans l'ascenseur, avec cette personne. Et puis il me regarde, il me dit, tu sais, ton histoire elle est magnifique. J'ai réfléchi, je vais être ton zvouloun. Le jour même. Mais je vais être, vous savez quoi le zvouloun? Je vais être la personne, toi tu étudies, moi je travaille, et tous les mois je te donne. Et Bémet il me dit, combien je dois donner? Il ne connaissait pas du tout comment le principe, mais ça l'a touché. Il m'a dit, mais combien il faut? Moi je ne savais pas, je lui ai dit $500, j'étais bête. Bref, je ne savais pas à l'époque le business. D'accord, je lui ai dit, parce que c'était la moyenne à peu près. Je lui ai dit $500. Et Bémet, cette personne pendant 8 ans, ça a été mon zvouloun tant que j'étais à Mir pendant 8 ans. 8 ans, mamache, tous les mois, il me donnait $500. La bracha du Rav, elle a marché à la Makom. Et je me rappelle. Vous l'avez raccourci, l'histoire. Pourquoi, vas-y, je me rappelle plus. Vous avez demandé à votre Rav avant. C'était difficile, etc. Il avait dit, vous avez dit, être cool au Torah, etc. Vous l'avez raconté comme ça. Je me rappelle plus. Ça c'est après. Non, c'est après. Ça, c'est après. Avec le Rav Israël, c'était ça. Et je me rappelais toujours. J'ai appelé le Rav Israël pour le remercier. C'était, je dansais, je me rappelais toujours. D'où la Shem Kitov, j'ai dansé dans l'ascenseur. Je l'ai appelé pour le remercier. Et donc il parlait pas, mais la rabbinite, elle lui a dit. Après, elle m'a rappelé. Et elle m'a dit, il était il est très heureux pour toi, très heureux pour toi. Et une chose que j'ai pas racontée, avant Yeshivat Mir, et c'est ça en fait qui a changé ma vie, Bémet. Et si je suis là ce soir-là, et en général à la synagogue, et je peux vous faire des cours de Torah, et si je suis là tel que je suis aujourd'hui, c'est Bémet, à 100%, je le dois à Rav Israël. Pourquoi? On vient de Sarcelles. Alors peut-être vous ne savez pas, mais on a joué dans la même équipe de foot avec Dr Fitoussi. D'accord ou pas? On était à l'UST, l'Union Sportive Tunisienne, qu'on a changé. Non mais c'est vrai, l'UST de Tunis, Union Sportive Tunisienne, qu'ils ont transformé quand on était à Sarcelles, on ne pouvait pas Union Sportive Tunisienne, on appelle ça Union Sportive Tricolore. On a commencé en pupille, d'accord ou pas? On a commencé en pupille, on a gagné le championnat, on est monté dans les championnats, on est monté dans les machins, BMT, on était invincible d'ailleurs. On a été invincible pendant une saison entière. Bon, magnifique, on a la photo. Moi j'ai la photo encore de l'équipe quoi, quand on joue au foot, donc avec le Tzadik. Et qu'est-ce que je disais? Oui. Et donc on était Baruch Hashem sarcellois, vous savez, à Sarcelles. Voilà, on était sarcellois, on avait les copains, on avait les copines, on avait le jean moulant, on avait le machin, on avait le truc, on avait le bombers, on avait le. Pas le bombers là, l'autre là. Le flight. Le flight. Moi j'avais le flight, d'accord? Tu avais la mèche un peu comme Jonathan qu'il a aujourd'hui, mon fils, moi je l'avais aussi la même comme ça, parce qu'il fait comme papa. Bref,
C'était Sarcelles, quoi. Bon, Hachem, c'était le kiff, c'était machin, mais toujours propre. La vérité, c'était une ville propre, il n'y avait pas d'histoire, mais c'était la vie de... D'accord. Moi, quand j'étais jeune, au début, je voulais faire footballeur, que vous sachiez, voilà, vous savez savoir. Je voulais faire vraiment parce que j'étais fou du foot, je dormais avec un ballon, d'ailleurs, j'étais un fou. Et j'ai pas fait footballeur, j'ai pas essayé, parce que j'aurais pas été truc, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait Shabbat, et ça m'a coupé, donc ça m'a arrêté, j'ai pas pu faire. Mais après, moi, je voulais faire... études commerciales, tu sais, trucs au commerce international, bref, des trucs comme ça, bref. Ce que je voulais faire, c'était pas du tout carrière dans le rabbinat ou dans le... D'accord, aucun rapport avec moi, c'était aucun rapport. Mon petit frère, par contre, lui, c'était Rabbi Gagoun l'appelait, c'était plus, voilà. Moi, aucun rapport. C'était, je voulais aller à Cannes pendant les vacances, faire le machin, c'était... Bon juif, hein, tefilin, Shabbat, machin, tout ça. Mais le kiff de la vie, Disneyland avec les enfants, Dubaï, machin, faire le kiff, quoi. Bref, moi, c'était ça, c'était tracé comme ça, d'accord. Bref. Et donc, j'étais à Ozar Torah, l'école Torah Tamet, tu connais à Ozar Torah à Sarcelles, et avec Yossi, d'ailleurs, à l'école, Yossi, depuis petit, puis le CP. Et voilà, des classes, on arrive en terminale. Bon, je ne vais pas quand même raconter les détails, mais à partir d'une certaine classe, j'ai arrêté de travailler, j'étais un petit peu chaud, moi un petit peu, voilà, comme ça. Et donc j'arrive en terminale, on allait à l'école pour s'amuser, pour rigoler, pour faire que ça, c'était que ça. T'as en terminale, t'as le bac, bah t'as pas le bac, c'est normal, t'as un foutu, t'as rien fait. Et c'est la seule année BMET, c'est la seule année où il n'y avait pas de classe en dessous de nous, c'est-à-dire qu'il y avait un vide. Et donc moi je voulais faire la terminale à Haute-Zaratoire, mais il n'y a pas de classe, il n'y a pas de terminale. C'est la seule année, regardez, dans tout ce que le registre, il n'y a pas eu une année où il n'y a pas eu de terminale. Et moi, mon truc, je ne pouvais pas faire. Donc j'étais bloqué. Mais bon, je vais trouver une école juive, il y a plein d'écoles juives. Donc je fais toutes les écoles juives d'Alsace et de Lorraine, mamache, et il n'y a pas une école qui m'accepte. Aucune école qui m'accepte. C'était pas rationnel, c'était pas rationnel. Je me rappelle, même on était à Paris, une école maintenant où il y a 1000 élèves, ils venaient d'ouvrir, ils commençaient à ouvrir, il y avait 3 élèves, c'était dans un grenier, il m'a dit non. Non, ma mère, elle m'a dit, il y a quelque chose, mon fils. Elle m'a dit, il y a quelque chose. Là, non, Bémet, il y a quelque chose, c'est un grenier. Ils sont 3, t'es le 4e, il va te dire non. Non. Il m'a dit non. Ma mère, elle devenait folle. Bémet, elle devenait folle. La Meshkin, on n'avait pas d'école. Et je me rappelle toujours, on l'avait parlé, vous savez qu'il y avait l'Horte à Villiers-le-Bel, c'est l'école de l'Horte, pas pour faire un métier. L'école de l'Horte, il y avait le terminal. Et on va là-bas, à l'Horte, et eux, bizarrement, ils disent, bon, on va faire une vaada, on va faire une réunion de tous les profs et tout machin, c'est dans 3 semaines, on vous donnera une réponse. Et ma mère, elle a commencé à allumer des bougies tous les jours sur Abimé, machin. Il n'y avait pas d'école, Et on attend la réponse. Il y avait une amie intime de ma maman qui allait tout le temps chez Rav Israël, Bon, elle était un peu chashkloufa, mais elle se reconnaîtra, d'accord. Mais très gentille, mais chashkloufa. D'accord, c'est se mêler de ce qui lui regarde pas. Bref. Et un jour, elle va voir comme tous les dimanches Rav Israël, pour ses problèmes à elle, ses machins à elle. Et à la fin, avant de partir, elle lui dit, Rav, peut faire une bracha pour le fils d'une amie à moi. Il attend une réponse pour une école et tout, s'il vous plaît, et tout. Et il dit, c'est qui, c'est quoi le nom? Et il donne mon nom. Mais il me connaît, comme ça, il me connaît Rav Israël. Il lui dit, je dis, même pas, je fais pas la bracha. Et il dit, il fait pas la bracha. Il dit, il va pas, c'est pas pour lui, Lord. C'est pas pour lui. Dis-lui qu'il vient de me voir. Elle appelle ma mère, Hashkloufa, comme d'habitude, elle dit, il va me tuer ton fils, j'ai parlé, pourquoi j'ai machin. Le Rav, il veut pas faire la bracha, il veut le voir. Ma mère, Bémet, ma mère, elle me dit, tu vas, Rav Israël veut te voir. Je fais, bon, il veut me voir. Quel rapport avec Israël, même avec l'or? Quel rapport? Bon, bref, le Rav, il veut te voir, t'es obligé d'aller. Donc je vais voir Rav Israël. Je rentre, il me dit, Gabriel, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu vas aller à l'or, maintenant moi, qu'est-ce que j'ai, moi? Moi, c'est les copines, moi, c'est le machin, moi, je suis en jean, moi, je suis un machin, quel rapport avec moi? Oui, moi, je vais à l'ordre. Je ne voyais pas le rapport à ce qu'il me disait. Il me dit, toi, tu vas à l'ordre. Je dis, oui, moi, je vais à l'ordre. Quel rapport? J'espère. Il me dit, non, mon fils, c'est pas pour toi l'ordre. Moi, je comprenais rien ce qu'il disait. BMH, je comprenais pas. BMH, je comprenais pas. Il me dit, c'est pas pour toi, mon fils. Il me dit, écoute-moi. Va à Aix-les-Bains. La yeshiva d'Aix-les-Bains. Maintenant, tu dis ça à un garçon de Sarcelles, d'accord, que samedi soir, il va aller sortir avec les copains, les copines au cinéma, qui va kiffer, qui va machin. Pour moi, la yeshiva, c'était Alcatraz. C'était la tombe, tu vas mourir là-bas. Béhémet. Je lui ai dit, Rav, parce que je vous ai fait quoi dans ma vie? Pourquoi vous me voulez du mal? Quel Aix-les-Bains? Il me dit, mon fils, écoute-moi, va à Aix-les-Bains, tu vas avoir une grande atzlacha, mon fils. Tu vas voir, va à Aix-les-Bains, il m'a fait une bracha, machin et tout ça. Je rentre à la maison, et ma mère, elle me dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, non, là, ça y est, Atkan. Il dit, quoi? Il m'a dit d'aller à Yeshiva d'Aix-les-Bains. Il m'a dit, bah alors, appelle? Je lui ai dit, même pas en rêve.
Je dis, même pas en rêve. Moi, avec ses mains, tu veux me tuer, maman? La yeshiva, je vais avec des tarés, avec des fous. J'ai fait quoi, moi, dans la vie pour mériter ça? Écoutez bien, j'ai pas écouté le Rav Mechila. Au départ, j'ai pas écouté le Rav, j'ai pas écouté. Non, mais comprendre d'un jeune de 18 ans, d'accord, allez, j'y vais, alors que tu meurs. Pour moi, je me suicidais. Même pas en rêve. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais aller dans une école non juive. Alors, de ma vie entière, j'ai jamais été dans une école non juive. Jamais. Et donc, je me suis inscrit dans une école non juive. Jean-Jacques Rousseau, pour celui qui connaît. Il y a 30 terminales là-bas. Je ne sais pas c'est quoi d'être à côté de Mahmoud, Mamadou. Je ne sais pas c'est quoi, jamais. Depuis petit, je suis dans l'école juive. Mais je ne peux pas aller à l'Yeshiva. Pour moi, je préfère ça qu'aller à l'Yeshiva. Pémet, c'est la mort. Et donc, la rentrée, elle arrive. C'était en octobre. On rentre et tout ça. On est 40 dans la classe. Je me rappelais toujours, j'avais ma petite trousse, moi, le petit élève de Haute Torah, gentil, quoi. Ça. Ma petite trousse, on était en biologie. Premier cours, c'était en biologie. Vous savez, dans les trucs là, en physique, où il y a les laboratoires. Et à côté de moi, il y avait un Mamadou qui était assis, d'accord, j'ai pas l'habitude. Je me rappelle toujours BML, je rigole pas. D'accord. Il vient, il me dit, dis-moi, t'as un stylo rouge? J'ai donné la trousse, moi. J'ai donné la trousse. Je lui sers pas, moi je fais qu'est-ce qu'il me parle? Je connaissais pas. À un moment donné, une petite anecdote, parce qu'on est ensemble, personne ne nous regarde, d'accord, mais c'est entre nous, ok? Je me rappelle toujours, il y avait un autre cours. Il y avait 4 ou 5 juifs dans la classe. Il y avait 30 terminales. J'arrive comme ça, moi je suis gentil. Et t'as une jeune fille, une arabe, d'origine quoi, arabe comme ça. Elle vient, elle se lève, moi je la vois venir vers moi. Je suis, oh là là. École, à Zaratora, c'est filles et garçons, c'est séparé. J'ai jamais été avec des filles dans la classe, moi je sais pas c'est quoi. Elle arrive comme ça, avec son jean, son machin, elle s'assoit sur ma table. Oh, non. J'ai déjà mangé, non. Elle me dit, comment tu t'appelles hein? Oh non, non, maman, viens me chercher. Elle me dit, regarde, ça te dirait, jeudi soir, on sort... Je dis, non, je sors pas, je connais pas, non. Elle a eu peur, la pauvre Beshkina, c'était horrible. Mais bon, malade, ça, j'avais pas le choix. Et on reçoit les emplois du temps, et tous les TP, là, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, les contrôles, machin, c'était le Shabbat. J'arrivais à la maison, je dis à maman, regarde, c'est à ma mère, je dis, maman, c'est un problème et tout. Elle me dit, alors, on appelle Aix-les-Bains, elle me lâchait pas, ma mère. On appelle Aix-les-Bains, je fais, non, je vais voir le proviseur. 30 terminales, et pas tout le monde a le même emploi du temps. Je vais le voir, moi, tranquille, en plus, ça Jacques Rousseau, machin, il y a beaucoup de juifs. Je lui dis, écoutez, tout ça, je suis juif et tout, je peux pas venir le samedi, vous pouvez me changer de terminale? Il m'a jeté comme un chien pourri, il m'a mis un coup de pied dans le derrière, il m'a dit, il n'y a pas, c'est comme ça. Ça a été le pire jour de ma vie. Béhémet, le pire jour de ma vie. J'arrive chez moi à la maison, je dis, maman, tiens, prends le téléphone, appelle Aix-les-Bains. J'ai pleuré, je vous assure que j'ai pleuré. J'avais 18 ans, je me suis mis à pleurer. Pour moi, c'était la mort. Mais en vérité, voilà, je le fais en rigolant, ça a été la plus belle année de ma vie. Ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est d'être arrivé à Aix-les-Bains. Et je sais pas je sais pas. Le jour où j'ai mis les pieds à la yeshiva, alors que j'étais pas du tout, j'étais bon, je m'acquitte pas, machin. Le jour où j'ai mis les pieds à la yeshiva, ma vie, elle a transformé complètement. Je dormais plus avec le ballon, je dormais avec la Gemara. Je dormais plus avec le ballon, je dormais avec la Gemara. Et j'étudiais, c'est machin. Et je restais dans les rabbanim, j'étais amoureux des rabbanim. Ça a transformé ma vie. Je suis arrivé à Aix-les-Bains, comme un bébé. Mes parents, ils m'ont accompagné, j'ai attrapé la jupe de ma mère à 18 ans, le mec, il me regardait, il me disait, il est fou celui-là. Je pleurais. Et quand je suis parti d'Aix-les-Bains, je pleurais aussi parce que je ne voulais pas quitter Aix-les-Bains. C'était ma plus belle année. Et le Rav, il a vu tellement loin, il a dû voir des choses que moi, je ne voyais pas de moi-même. C'est impossible. Quel rapport avec moi qui me dit, va à Aix-les-Bains? C'était aucun rapport. Mais le Rav, il a eu des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, de Baruch Hashem, merci Hashem, vous savez, la plus belle chose, c'est quoi? C'est Akarat Hatov. Akarat Hatov, c'est me mettre la gratitude. Et j'ai pu mettre, merci le Rav, de m'avoir envoyé à Aix-les-Bains. D'avoir tout fait pour que j'aille à Aix-les-Bains. C'est certain qu'il a dû prier, que tout se ferme et que tout machin, et que j'ai pu aller à Aix-les-Bains. Ça a transformé ma vie. Et après Aix-les-Bains, voilà ce que je suis devenu, avec du travail, mais avec Béhémet, la bracha du Rav, c'est que ça. Ça a transformé mon existence. Et c'est par le mérite du Rav. C'est pour ça que je ne pouvais pas Béhémet. Je ne peux pas, c'est pas possible. La Iloula de Rav Israël, on a tous tellement à Karataton vers le Rav de passer comme ça, on allume une bougie comme si c'était rien. Un des 36 tzadikim, c'est impossible, c'est pas possible. Béhémet, c'est pas possible. Pour terminer, parce qu'il est un peu tard, et on a un petit buffet dessert, Bezrat Hashem, pour faire des brachot, les nishmat du Rav. Pour terminer, vous savez, l'essence d'un Rav, de manière générale, et ça, tout ce qu'on va dire, c'est ce qui représentait le Rav Israël de Sarcelles, Béhémet.
Il y a une Gemara où Rabbi Eliezer, il est tombé malade et ses Talmidim sont venus le voir. Il était sur son lit sur son lit de mort. Ils sont venus le voir pour essayer de le... Le premier, il est rentré voir son Rav, il lui a dit, Rabbi, sache que tu es pour nous comme la pluie. Joli. Le deuxième, il est rentré, il lui a dit, Rabbi, sache que tu es pour nous comme le soleil. Et le troisième, c'est Rabbi Akiva, si je ne me trompe pas, il lui a dit, Rabbi, tu es pour nous comme des parents. Bon, c'est joli. Les commentateurs de s'interroger, qu'est-ce qu'ils ont dit au Rav? Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? On a ici le livre, comment il s'appelle? Ça va revenir, Mechila. Il explique ici le Rav que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi, t'es la pluie, toi, t'es le soleil, toi, t'es comme des parents. En vérité, ils sont venus définir c'est quoi un Rav. C'est quoi la pluie? À quoi elle sert la pluie? La pluie, elle tombe sur la terre et elle va faire pousser. Mais qu'est-ce qu'elle fait pousser la pluie? Ce que tu as semé. Ce que la terre, elle cachait. Si dans la terre, il y avait des cactus, c'est des cactus qui vont pousser. La pluie, elle est là pour faire pousser ce qui existait déjà en potentiel. Le Rav, c'est pour nous de la pluie. Le Rav, il est là pourquoi? C'est comme la pluie, le Rav. Le Rav, il est là simplement pour faire dévoiler le potentiel de chacun de ses élèves. C'est-à-dire que ce que tu vas voir là de toi, c'est ce que tu étais. Mais le Rav, il est là pour ça. Pour faire sortir le potentiel de son élève, faire sortir le potentiel de la personne. Voilà ce que tu es, comme la pluie qui fait sortir ce qui était dans la terre. L'autre, il a dit, tu es comme le soleil, parce que ça ne suffit pas. Le Rav, ça ne suffit pas qu'il soit là simplement pour dévoiler le potentiel de la personne. Une fois que la personne elle a dévoilé son potentiel, il faut qu'il y ait une continuité. À quoi il sert le soleil dans la récolte? Pour renforcer la récolte. Ça donne la force à la récolte. Le Rav, il est aussi là pour, après, renforcer ses élèves. Par l'exemplarité, par les limouds, parce qu'il va leur enseigner. C'est pas simplement faire sortir ce trésor-là, qu'est-ce que t'en fais? Pour renforcer ce trésor qu'il y a en toi. Et l'autre, il a dit, il était comme des parents. Et ça, c'est le plus beau, pour moi. C'est quoi des parents? Il dit, les parents, si un enfant, il n'a pas de quoi se recouvrir, qu'est-ce qu'il fait le père? Qu'est-ce qu'elle fait la mère? Elle est capable de donner sa chemise et de la donner à son enfant. Elle va rester sans rien, mais en tout cas, son enfant, il sera protégé. Il dit à un Rav, Behemet, c'est exactement comme des parents. Pourquoi? Vous savez, c'est quoi les tzara parfois qui peut exister chez un Rav? Vous savez? C'est un yetzara propre au Rabbanim, au Gdolim. Vous savez, c'est quoi? On avait dit le kavod, mais pas que le kavod. C'est de ne pas donner entièrement à ses élèves. Pourquoi? À partir du moment où tu vas donner entièrement tout ce que tu as à tes élèves, peut-être que l'élève, un jour, dépassera le maître. Et ça, c'est pas intéressant, parce que je vais être toujours au-dessus de l'autre. Le Rav, c'est quelqu'un qui va être capable de donner 100% de sa Torah. Et toute l'espérance du Rav, c'est espérer quoi? Qu'un jour, son élève le dépasse. Comme des parents qui vont donner ce qu'ils ont, tout. Il lui reste démuni, sans rien. Tu vas tout donner à ton élève. Et espérer que cet élève-là, un jour, il soit encore plus grand que toi. C'est pour ça qu'il y a écrit dans Eïov. J'ai ramené le verset ici. Il y a écrit, on l'a vu dans la Gemara dans Maseret Chagiga. Ki sifte kohen yishmeru da'at, ve'torah yivakshou mipiu, ki malach Hashem tzvakotu. Il dit là-bas, ki sifte kohen yishmeru da'at. La bouche du Kohen, c'est celui qui enseigne la Torah. C'est eux qui gardent la conscience de la Torah. Et la Torah, tu demanderas de sa bouche, ki malach Hashem tzvakotu, parce qu'il ressemble au malach Hashem. La Gemara dans Chagiga qu'on fait tous les matins, elle dit, si le Rav, il est domé les malach Hashem, si le Rav, il ressemble à un ange céleste, demande la Torah de sa bouche. Ou sinon, demande pas la Torah de sa bouche. La question, elle se pose. Tu connais, toi, un humain, un homme qui ressemble à un malach Hashem? On te dit que si le Rav ressemble à un malach Hashem, à un ange céleste, va apprendre de lui. Demande la Torah de sa bouche. Ou sinon, on n'apprend pas de lui. C'est fou. Quel homme peut prétendre être Kemalach Hashem, comme un ange de Dieu? Et Lama, c'est quoi un ange? Vous savez, les anges, ils sont appelés dans la Torah Omdim. Les anges, ils sont Omed, ils n'ont pas de pieds. C'est un seul gouffre, ils ont. Pourquoi il est appelé Omed, l'ange? Parce qu'il est statique. On vient, on te dit, si le Rav, il est domé, si le Rav ressemble au Malach Hashem, si le Rav, il ressemble à un ange, c'est-à-dire, si le Rav, il est statique, si le Rav, il est capable d'arrêter sa propre évolution à lui, sa propre aliyah à lui dans la Torah,
pour transmettre et pour enseigner la Torah aux autres, va chercher un Rav comme ça, un Rav qui s'occupe des autres, un Rav qui transmet aux autres. Lui, il va forcément moins étudier, il va forcément moins avancer, il va forcément moins connaître, parce qu'il donne aux autres. C'est chez lui que tu dois aller chercher la Torah, parce qu'il est Omed, parce qu'il donne aux autres. C'est l'histoire de qui? De Rabbi Abaou. Rabbi Abaou. Il y a une histoire dans la Gemara, il y avait un élève, mais il retenait pas, il retenait rien du tout. On lui dit, apprenez, il retenait rien du tout. Et ils lui ont dit, bon allez, vas-y, la yeshiva c'est pas pour toi, la Torah c'est pas pour toi, va vendre des pastèques. Rabbi Abaou était là, il dit, non, viens ici mon fils, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je retiens rien, Rab, je n'arrive pas. Il a dit, c'est pas possible, assis-toi. Et il a commencé à apprendre, il chot nitiat yadayim. C'est une halakha, une fois. Alors tu retiens? Non. Il lui répète 10 fois. Alors tu as retenu? Kloum, shum dama, rien, j'arrive pas. 50 fois, shum dama. 100 fois, rien qui rentre. 300 fois, rien qui rentre. 400 fois, le Rav, il est là. 400 fois, il aurait pu finir le chasse 18 fois, lui, le Rav. Non, il est resté avec lui. 400 fois, et là, il dit, Rav, je me rappelle, je peux répéter. Vas-y, répète. Et il a répété. Le Rav, il a compris que pour qu'il retienne ce type-là, combien de fois il faut lui répéter? 400 fois. Rabbi Abaou, il a pris cet élève-là, et il lui répétait chaque chose qu'il enseignait 400 fois. Répète 2-3 fois, tu te mets une balle dans la tête. 400 fois, il lui répétait. Il n'y a qu'une femme qui est capable de faire ça, parce qu'elle nous répète 10 fois la même chose, on ne comprend rien. D'accord? Mais là, ce n'est pas une femme en l'occurrence, c'est un arabe. 400 fois. La Gemara, elle raconte une fois, donc il lui enseigne une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, 300 fois, 399. Il y a un type qui rentre dans la pièce où vous étudiez, et il leur dit quelque chose. Il dit, ouais, vous savez, il y a machin, ta. Le Rav, il continue 400e fois, il lui dit, alors tu retiens? Il dit, non, l'autre, il est rentré, ça y est, c'est foutu, je suis à 0 là. Il a dit, c'est pas possible. Ah non. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Abaou? Il lui a répété 400 fois, en tout 800 fois pour qu'il retienne. La Gemara, elle dit qu'il y a une voix céleste qui est sortie du ciel, et elle a dit à Rabbi Abaou, parce que tu as été capable de t'occuper de mon enfant 800 fois, tu l'as répété, alors voilà, du ciel, on va te donner un cadeau. Soit tu vas vivre toi 400 ans pour attraper le temps perdu, soit toi et toute ta génération, vous êtes invités au Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a choisi? Lui et toute sa génération au Olam Haba. Mais il a eu les deux. Il a vécu 400 ans, Rabbi Abaou. C'est ce qu'on dit dans le Teilim. Mizmor Shirem Shabbat. On dit Tzadik Atamar Ifra, Ke'erez Balebanon, Isge. Et Tzadik Atamar Ifra. Le Tzadik, il ressemble à un palmier de date. C'est que le palmier, ça peut être de date, ça peut être un arbre très 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 grand. Mais pourquoi il n'est pas aussi grand qu'il devrait être? Parce qu'il porte des fruits. Et les fruits qu'il donne, ça pèse sur ses branches, ça l'empêche de grandir. C'est le tzaddik. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si toi maintenant, le tzaddik, tu t'occupes de mes enfants et donc tu vas prendre du temps, tu dois t'occuper de leur enseigner, donc tu perds de ton temps à toi. Ne crois pas que tu perds de ton temps à toi. Même si maintenant tu as des enfants, tu as des pérotes, et ça va peser sur tes branches, ça va t'empêcher de grandir. Si toi tu t'occupes de mes enfants, il dit à Kadosh Baruch Hu, alors, Ke'erez Balbanon Isge, moi je te ferai grandir après comme un Erez, comme un cèdre fort. Et c'était ça le Rav Israël. Rav Israël, c'était du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de s'occuper de ses enfants et des Bnei Israël. Et ça, c'est l'essence d'un Rav. Comme ça, il nous dit les Chachamim. L'essence d'un Rav, c'est quelqu'un qui a 100%, à 400% béhémet pour les autres. Et quelqu'un qui ne se dit pas, mais si je lui donne, alors je vais perdre. Et si je n'ai pas le temps, comment je vais agrandir? Comment je vais avancer? Akadosh Baruch Hu, tu t'occupes de ses enfants? Mida keneged mida. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi. Alors que le srout du Rav Béhémet, Rav Israël, on a dit, c'est une goutte dans l'océan, ce qu'on a dit sur Rav Israël. C'est une goutte dans l'océan, Béhémet. C'était un gaon, c'était un tzaddik, c'était un monument du peuple juif. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, Béhémet, Kadosh Baruch Hu, qu'on ait le mérite de triatamétim très vite. Et on demande au Rav, on demande au tzaddik d'implorer à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de son peuple. Comme j'ai dit, on ne va pas demander à Kadosh Baruch Hu que c'est... Non. On demande à Kadosh Baruch Hu le maximum. Et on demande au tzaddik, Rabbi Raphaël, Yaakov, Ben Yakot, que tu pries Béhémet et tu implores avec tous les tzaddikim, avec tous les Tanaïm Akdoshim. Implore à Kadosh Baruch Hu, tellement t'aimes ton peuple, tellement t'as aimé ton peuple de ton vivant. Alors qu'en plus, le jour où tu n'es pas là, implore à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse avoir Béhémet le mérite de recevoir ma chère Tzidkenu, qu'on puisse reconstruire le Beth Amikdash, qu'on puisse avoir la Ardout Be'am Israël, parce que c'est ça Béhémet qui nous manque et qui nous manquait, que Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, on ait cette Ardout
et qu'on connaisse Be'ez Hashem la Géoula Shlema. Amen, Kenny Ratzon.